Dans la tradition du Zen Soto, transmise par Maître Deshimaru, la cérémonie du Jukai, l'ordination du Bodhisattva, commence par la réception des 5 préceptes fondamentaux. Et beaucoup imaginent encore qu'il s'agit de règles morales, de prescriptions extérieures, destinées à rendre l'individu vertueux. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas complet. Dans le zen, les préceptes ne fonctionnent pas vraiment de cette façon-là. Ils ne sont pas tournés vers le contrôle, mais vers l'ouverture, vers la profondeur, vers la compréhension. Ils ne sont pas là pour ajouter un poids à l'existence, mais pour révéler une légèreté inattendue. Ils ne disent pas « tu dois », mais plutôt « regarde, ressens, clarifie ». Clarifie ton esprit. Ils ne sont pas des orientations intérieures, des façons de laisser la compassion et la lucidité s'exprimer dans la vie de tous les jours. Voilà, le premier précepte, par exemple, est ne pas tuer. Il semble évident dans son sens littéral, mais il y a toujours une interprétation figurée. Dans la pratique, ce premier précepte est immense. Il ne se limite pas à ôter la vie d'un être, il invite à honorer la vie, la vie sous toutes ses formes, à s'abstenir de violence dans les actes, dans la parole, dans les émotions. Plus profondément, il nous demande de voir que vie et mort ne sont pas deux réalités opposées, mais un même mouvement qui se déploie d'instant en instant. Quand on cesse de séparer artificiellement la vie et la mort, on cesse aussi de se durcir le cœur. Le cœur, c'est l'esprit. On découvre une sensibilité tranquille où l'on honore la vie. On comprend qu'un simple mot peut tuer et qu'un silence bienveillant peut redonner la vie. Donc le sens figuré est plus important que le sens littéral. Et le deuxième précepte, qui est ne pas voler, appelle lui aussi une lecture large. Ne rien s'approprier indûment, certes, mais aussi reconnaître que rien ne nous appartient vraiment, du simple fait de l'interdépendance. Même notre corps, même nos pensées, même nos émotions surgissent et disparaissent sans demander notre permission. Nous n'en avons pas la propriété. Nous n'avons pas la propriété de notre respiration. Nous n'avons pas non plus la propriété des émotions qui surviennent et disparaissent. Ce que nous appelons être humain est un flux d'interdépendance dans lequel il n'y a ni début ni fin. On avait parlé pour décrire l'être humain précédemment d'une dynamique d'interdépendance, mais pas d'un quelque chose séparé du monde. Donc il n'y a pas de propriétaire. Dans la voie du Bouddha, voler, c'est d'abord croire que quelque chose est à moi. Il faut donc un moi. Quand cette illusion tombe,
Ce n'est pas un manque qui apparaît, mais une plénitude, celle de ne manquer de rien. Celui qui ne s'approprie rien est riche de tout. Et donc ce précepte n'est pas une privation, c'est un retour à l'abondance naturelle de l'existence. Le troisième précepte consiste à ne pas abuser des plaisirs et des sens, notamment sexuels. Il ne condamne pas les sens en eux-mêmes, il nous rappelle que lorsque nous nous laissons entraîner par les passions, les dépendances, les excès, que ces excès concernent la nourriture, la sexualité, la parole, les écrans ou les relations, eh bien, l'esprit se trouble, s'assombrit, il se coupe de sa propre profondeur. Donc, le troisième précepte n'est pas là pour nous donner des injonctions, mais pour permettre à l'esprit de rester clair. Les sens sont des portes fascinantes, mais ils deviennent vite des chaînes lorsqu'ils cherchent à combler un vide intérieur. Vivre sobrement, ce n'est pas vivre dans la restriction, mais retrouver la liberté sans obligation de combler un vide. Sinon, c'est le tonneau des Danaïdes. Donc, c'est laisser les sens servir la clarté plutôt que la confusion. Le quatrième précepte, c'est de ne pas mentir. C'est l'un des plus délicats, des plus difficiles et en même temps des plus puissants. Il ne s'agit pas seulement de dire la vérité factuelle, il s'agit de parler vrai, avec justesse et bienveillance. De veiller à ne pas diviser par nos paroles, de ne pas flatter, blesser ou embrouiller. Le mensonge naît lorsque la parole ne sort pas du silence, mais lorsqu'elle sort de la peur. Quand on parle depuis l'ego, tout devient faussé. Quand on parle depuis le silence primordial, le silence du réel, tout devient clair. On dit qu'il faut parler du lieu où il n'y a rien à défendre. Alors, même la parole la plus simple porte l'écho du Dharma. C'est le Dharma. Le cinquième précepte consiste à ne pas s'intoxiquer. Il semble concerner l'alcool et les drogues, mais il va bien au-delà. S'intoxiquer, c'est embrumer, voiler la clarté naturelle de l'esprit, par exemple par des comportements compulsifs ou par des opinions rigides ou par des compagnies destructrices, par la précipitation ou la distraction permanente, par la panique devant un espace libre de notre quotidien. Nous pensons en tout cas qu'il faut absolument combler un espace libre d'une façon ou d'une autre. S'il y a un espace libre, on le remplit par de la musique, ne serait-ce que dans le métro. Nous nous intoxiquons chaque fois que nous cherchons à fuir ce qui est là. Et le précepte nous invite à protéger la lucidité. Ce précepte est donc, au sens littéral,
une forme d'injonction, mais au sens figuré, c'est essentiellement pour protéger la lucidité et permettre l'éveil. Non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Être clair, ce n'est pas être parfait, c'est être disponible, c'est-à-dire de ne pas être ailleurs. Voilà, ces 5 préceptes deviennent ou peuvent devenir un nouveau paysage intérieur. Ils ne sont pas là pour nous contraindre, mais pour nous ouvrir et arrêter la lutte, revenir au sans effort. Ces 5 préceptes sont véritablement enregistrés quand ils ne sont plus un effort. Quand on les reçoit, quelque chose s'assouplit en soi, s'apaise. Quelque chose cesse de lutter et se met au diapason du réel, du tel que c'est, du vrai, du gnose, comme on l'a dit hier. Et dans ce sens, la réception des préceptes est le fruit d'une maturation silencieuse. Et c'est précisément cette maturation qui conduit naturellement à ce qu'on appelle la lettre de motivation pour le Jukai. Pourquoi écrire une lettre? Pourquoi exprimer ce qui souvent se vit dans un silence intime, personnel? Parce que la lettre n'est pas une formalité. Elle est une clarification personnelle de l'intention. Pourquoi acceptons-nous ou demandons-nous cette cérémonie des Jukai? C'est une clarification personnelle de l'intention. Elle permet de reconnaître ce qui, depuis longtemps peut-être, travaille en nous sans que nous l'ayons nommé. La lettre n'est pas un plaidoyer pour convaincre un responsable ou un maître, ou pour obtenir un poste ou une position. Elle est un miroir tourné vers soi-même. Elle dit « Voici ce que je vois de moi. Voici ce que j'accepte. Voici ce que je laisse tomber. Voici ce qui s'ouvre. » Beaucoup arrivent à ce moment du Jukai, avec un sentiment d'humilité. Ils voient leurs limites, leurs hésitations, leurs élans contradictoires. Ils voient leurs habitudes, leurs peurs, leurs illusions. Et c'est précisément cette lucidité qui rend possible la réception des préceptes. S'il n'y a pas cette lucidité, on en reste au niveau des injonctions. Celui qui ne voit pas ces zones d'ombre ne peut pas recevoir la lumière des préceptes. Celui qui reconnaît sa confusion reçoit en même temps la clarté. C'est pour ça qu'on dit que l'ordination n'est pas un accomplissement, mais un consentement. Consentir à être travaillé par le Dharma, à être dépouillé plutôt que enrichi, à aider plutôt qu'à demander, à oser rester debout dans la vérité de l'instant, sans rien cacher, quelle que soit la vérité de l'instant. Alors la lettre dont on parle ne cherche pas à impressionner, ni à masquer, ni à enjoliver. Elle devient un prolongement de Zazen. Simple, directe, ouverte. Elle s'écrit elle-même. Personne ne l'écrit. La personne a disparu. Elle s'écrit elle-même. Ce n'est pas nous qui l'écrivons. Elle reconnaît l'importance
de la sangha, car sans la sangha, nous retombons facilement dans nos constructions mentales. Elle reconnaît l'interdépendance, car nos actes et nos mots résonnent toujours au-delà de nous-mêmes, dans un sens et dans un autre. Elle reconnaît que vivre avec les préceptes, c'est renoncer à souffrir par nos habitudes de nourrir notre ego et d'en montrer l'exemple aux autres. En ayant reçu les préceptes, nous enseignons sans le savoir. Nous montrons l'exemple aux autres. Ainsi, après avoir contemplé les 5 préceptes, il devient naturel qu'une lettre surgisse d'elle-même. Non pas une lettre parfaite, mais une lettre vraie, authentique, une lettre où l'on exprime que la pratique a pris racine en nous, que les préceptes ne sont pas des obligations, mais des évidences intérieures, comme on vient de le rappeler, que l'on souhaite vivre à partir de cette évidence plutôt qu'à partir de la peur ou du manque, que l'on demande humblement à être admis à l'ordination, tout en sachant que la voie ne dépend pas d'un rituel. Pour autant, le rituel peut être accepté à la perfection. Et la lettre peut alors se conclure par une forme de gratitude, gratitude pour la voie, pour la communauté, pour la sangha, pour cette présence silencieuse qui traverse toute chose. Gratitude pour les préceptes, qui ne sont pas des barrières, mais des portes. Gratitude enfin pour cette aspiration qui nous porte, discrète, tranquille, mais indéniable. Parce qu'en définitive, le Jukai n'est rien d'autre que cela, dire oui. Dans la tradition des Shimaru, on dit oui, oui, oui. Et dire oui à ce qui en nous a déjà commencé à s'éveiller. Et écrire cette lettre, c'est simplement lui donner une voix. Donc, si on voulait l'écrire, ça pourrait ressembler à cela. Par exemple, depuis longtemps, la pratique est venue à moi comme une évidence et Zazen s'est installé dans ma vie, non comme une méthode ou une discipline extérieure, mais comme une manière d'habiter l'instant, sans fuite, sans attente. On pourrait continuer en disant aujourd'hui, je demande à recevoir les préceptes du Bodhisattva. Ce n'est pas un désir de reconnaissance ou de changement d'identité, mais une manière de reconnaître une maturation qui est déjà à l'œuvre et qui a déjà commencé depuis longtemps. Recevoir les préceptes pour moi revient à ouvrir les mains, non pour saisir quelque chose, mais pour laisser être ce qui est, ce qui survient. On pourrait continuer en disant, je comprends les préceptes non comme des interdits, mais comme les directions naturelles d'un esprit ou d'un cœur apaisé. Il ne tue pas, car il est en paix. Il ne s'approprie rien, car il est interdépendant. Il n'entraîne pas vers les passions ou le mensonge, l'avidité ou la confusion, car une parole qui sort du silence ne ment pas. Et il n'a pas besoin d'intoxicants, car il ne cherche pas à fuir. Les préceptes ne sont pas une morale, mais l'expression
d'un esprit qui s'est allégé. Si je demande l'ordination aujourd'hui, c'est parce que je suis consciente de mes limites, de mes hésitations, de mes élans contradictoires. Il m'arrive encore de me laisser guider par la peur, par la précipitation, par l'angoisse ou la distraction. C'est ce constat qui me rend humble et c'est cette humilité qui me mène au précepte. Les recevoir est pour moi un engagement, celui de revenir encore et encore à ce qui est vrai, même lorsque c'est difficile. On dit que la voix n'enrichit pas, mais qu'elle dépouille. Elle retire ce qui encombre, elle s'affranchit de ce qui est faux ou faussé. Elle révèle ce qui est simple. Je comprends que l'ordination n'est pas un accomplissement, mais plutôt un consentement. Consentir à se laisser travailler par le dharma, à laisser tomber les illusions, à rester debout dans la vérité de l'instant, quelle qu'elle soit. Je sais aussi que les préceptes ne sont pas une affaire privée, ils m'engagent envers tous les êtres, ils me rappellent que rien n'existe séparément et que chaque geste a un retentissement, a une conséquence. Vivre avec les préceptes, c'est accepter que ma vie soit une résonance parmi d'autres et que cette résonance puisse adoucir la souffrance plutôt que la nourrir. Et puis, on peut conclure en disant que je suis profondément reconnaissant envers la Sangha. Sans les autres pratiquants, je me perds facilement dans mes constructions mentales. Grâce à eux, grâce à la Sangha, je découvre mes angles morts, mes habitudes, mes résistances, mais aussi mes possibilités d'ouverture. La Sangha est pour moi un miroir et un soutien, un espace où la pratique dépasse l'individu. Je ne vois pas le bodhisattva comme un idéal, mais comme un être ordinaire qui reste ouvert, qui écoute avant de répondre et qui accueille ce qui arrive sans résistance. Alors, recevoir les préceptes, me semble-t-il, c'est accepter de vivre à partir de cette ouverture et non à partir de la peur et du manque. Et puis, on peut conclure complètement en disant « Je demande donc humblement à être admis à la cérémonie d'ordination. Si ma demande est acceptée, je m'engage à poursuivre Zazen, l'assise quotidienne, à soutenir la Sangha, à cultiver la parole juste, à agir avec respect et à laisser la compassion guider mes pas. Je m'engage à revenir encore et encore à la respiration qui relie tous les êtres. » Voilà comment on pourrait conclure cette lettre.